Voici les clés, ne les perds pas sur le pont. Les clés d'Imo, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de Radio JM. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre chronique immobilière Les clés de l'IMO. Aujourd'hui, nous parlons des différentes étapes pour acquérir un bien immobilier, de l'offre d'achat à la promesse de vente. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Il y a en effet plusieurs étapes pour acquérir un bien immobilier et la toute première étape, c'est l'offre d'achat. Si vous souhaitez acquérir un bien, vous devez formaliser votre offre d'achat par écrit pour se positionner sur le bien afin de le retenir. Et si l'offre d'achat est valablement acceptée par le vendeur, elle a force obligatoire, c'est-à-dire qu'elle vaut vente. La vente est un contrat. Donc il faudra un accord entre les parties, tel l'accord sur la chose et le prix, comme le précise l'article 1583 du Code civil. On l'appelle l'offre d'achat, promesse d'achat ou simplement offre de prix. Ce document engage uniquement l'acheteur mais pas le vendeur. Or, si le vendeur accepte l'offre de prix proposée par le potentiel acquéreur, la vente est réputée conclue et un avant-contrat sera alors signé. Alors, qu'appelle-t-on la promesse unilatérale de vente ? C'est un contrat préparatoire à l'acte définitif de vente immobilière par lequel le propriétaire, qu'on appelle le promettant, s'engage auprès de l'acheteur, qu'on appelle le bénéficiaire, à lui vendre son bien à un prix et à des conditions déterminées. Il lui donne ainsi en exclusivité une option d'achat pour un temps limité, qui est en général de 3 à 4 mois, qu'on appelle le délai d'option. Voilà pour les définitions. Les éléments essentiels de la vente doivent être déterminés au sein du contrat. La chose, qui est le bien immobilier vendu, et le prix de vente doivent être extrêmement précis. Alors nous allons parler à présent des conditions suspensives qui doivent être réalisées pour aboutir à la vente. Quelles sont-elles ? En général, le bénéficiaire verse une indemnité d'immobilisation au promettant, donc au vendeur. Cette indemnité a pour objet de compenser l'indisponibilité du bien pendant le délai d'option. Il s'agit du prix de l'exclusivité consenti aux bénéficiaires du contrat. C'est-à-dire que pendant cette période, le propriétaire ne peut pas vendre son bien à une tierce personne. Le montant est libre. La coutume est de verser 3 à 5%, mais il ne peut dépasser 10% du prix de vente. En effet, si l'indemnité d'immobilisation est trop élevée, les tribunaux considèrent que le bénéficiaire n'a plus le choix et il est trop engagé. Suite à ce versement d'indemnité, il peut y avoir 3 cas de figure. Premier cas de figure, si le bénéficiaire lève l'option. La vente est ferme et définitive. L'indemnité d'immobilisation alors se déduit sur le prix de vente. Deuxième cas de figure, si la vente ne se réalise pas, suite à la non-réalisation d'une condition suspensive, l'indemnité lui sera alors restituée, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes de la volonté de l'acquéreur. Par exemple, si la promesse est conclue sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt immobilier. Deuxième cas de figure, si l'exercice du droit de préemption, il y a un exercice du droit de préemption par la commune, et également s'il y a une découverte d'une servitude d'urbanisme grave indépendante de la volonté du bénéficiaire. Donc, avec ces 3 cas de figure, l'indemnité sera restituée à l'acquéreur puisque c'est indépendant de sa volonté. Troisième cas de figure, si en revanche le bénéficiaire ne lève pas l'option, ce qui signifie qu'il renonce à acheter malgré la réalisation des conditions suspensives. Alors les 2 parties seront libérées et l'indemnité d'immobilisation est conservée par le promettant, donc par le propriétaire. Bien entendu, pour être valable, la promesse de vente doit être constatée par un acte authentique chez un notaire ou par un acte sous seing privé et enregistré auprès de la recette fiscale du bien où est situé donc ce bien dans les 10 jours de son acceptation par le bénéficiaire.
Alors, quel est le délai de rétractation ? Le délai de rétractation, il est valable uniquement pour l'acquéreur et si c'est un acquéreur non professionnel, puisque une société, par exemple, qui se porte acquéreur n'a pas de délai de rétractation. Alors, l'acquéreur non professionnel d'un logement qui signe un avant-contrat dispose d'un délai de 10 jours, incompressible, pour revenir sur son engagement, donc par lettre recommandée avec avis de réception. Peu importe le motif, les sommes versées lui seront alors intégralement restituées dans un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de rétractation. À titre d'exemple, si celle-ci est expédiée le 10 du mois et que sa première présentation intervient le 12, le délai pourra compter du 13 et expirera le 22 à minuit. Alors, y a-t-il une durée pour la promesse de vente ? Eh bien non, la durée de la promesse de vente est fixée librement par les parties. Le plus souvent, la promesse est limitée dans le temps, c'est-à-dire que les parties prévoient une durée consentie au bénéficiaire pour lever l'option tout en fixant une date de fin. À l'expiration du délai, si le bénéficiaire n'a pas levé l'option, le promettant est libéré de son engagement et la promesse devient alors caduque. Si un délai n'est pas précisé, la promesse est alors à durée indéterminée. Le promettant y met fin à tout moment, à condition qu'il ait mis préalablement le bénéficiaire en demeure de lever ou décliner l'option dans un délai raisonnable. Toute promesse de vente consentie par une personne physique au-delà de 18 mois, dans l'absolu, c'est aussi possible, mais une indemnité doit alors être versée au minimum de 5% du prix de vente. On ne doit pas confondre l'indemnité avec la clause pénale qui est présente dans la plupart des compromis selon laquelle l'acquéreur s'engage à verser au vendeur une somme à titre de dommages et intérêts forfaitaires dès lors qu'il refuse de signer la vente. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la promesse de vente. À présent, la question juridique qui est posée, ou plutôt qui s'impose, c'est quelle est la différence entre un compromis de vente et une promesse de vente ? Eh bien, c'est presque pareil, mais pas tout à fait. Le compromis de vente, vendeur et acheteur s'engagent l'un comme l'autre à conclure la vente à un prix déterminé en commun. Juridiquement, le compromis vaut donc vente. Si l'une des parties renonce à la transaction, l'autre peut l'y contraindre par voie de justice, bien sûr en dehors du délai légal de 10 jours. Voilà, tandis que la promesse de vente, si l'acquéreur n'a plus envie d'acheter, l'acquéreur doit verser 10% du prix de vente, ce qu'on appelle le prix du caprice, mais ne peut pas faire l'objet de contraintes en justice. Voilà. À présent, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre au 06 02 720 307 ou bien alors sur le standard de Radio JM. La semaine prochaine, nous parlerons de la Tiny House. Mais qu'est-ce que c'est ? Je vous dis tout la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont. Les clés d'IMO, présentées par Philippe Cohen.